À l'écoute du travail, le podcast qui traite des questions du travail et de la santé au travail dans une perspective critique, politique et émancipatrice. Il faudrait organiser la médecine du travail pour qu'elle soit à la hauteur de sa mission, en priorité auprès des populations qui en ont le plus besoin. Ils sont là pour éviter toute altération ou dégradation de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Leur rôle est exclusivement préventif. Dans ce deuxième numéro, il est question des médecins du travail, de la médecine du travail, au cours d'une discussion avec Marie Pascual, médecin du travail engagé à la retraite. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire ou à m'envoyer un mail à écoutedutravail@gmail.com. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc pour parler des médecins du travail, comprendre quel est leur rôle exact, leur périmètre d'action, leurs outils, le contexte dans lequel ils travaillent, avec quels autres professionnels ils interagissent, quelles sont leurs missions et comment ils ou elles peuvent aider les salariés en difficulté ou les employeurs pour la mise en place de mesures de prévention, j'accueille aujourd'hui Marie Pascual. Bonjour Marie. Bonjour. Donc tu as été médecin du travail pendant 35 ans au service de santé au travail inter-entreprise. Aujourd'hui tu es à la retraite. Tu as toujours été, tu es encore ce qu'on peut appeler un médecin du travail engagé. Tu as eu des mandats syndicaux, notamment à la CFDT, et aujourd'hui tu es chez Solidaire. Et puis tu t'es engagé dans plusieurs associations d'aide aux victimes, comme la FNAT ou l'Andeva, et tu fais partie aussi actuellement de la MLP, c'est une association de médecins qui lutte contre les pesticides. Alors, peut-être que tu veux compléter un petit peu cette courte présentation de toi, en nous décrivant ton parcours personnel, ou comment et pourquoi en fait tu es devenu médecin du travail, quelles ont été les études pour y arriver que tu as suivies, et puis comment on devient un médecin du travail engagé, pour voir un petit peu voilà, comment on devient aujourd'hui médecin du travail. Alors, donc effectivement, j'ai fait un peu de médecine générale et très vite, je suis devenue médecin du travail. Pourquoi honnêtement, on ne choisit pas positivement la médecine du travail, faut être clair. C'est plutôt un choix par défaut. Parce que c'est un exercice salarié. Donc on peut souhaiter travailler dans un mode d'exercice salarié plutôt qu'en libéral. C'était un peu mon cas. Et par contre, sur le plan positif, ce qui m'intéressait, c'était quand même de découvrir le monde du travail. J'étais quand même un petit peu, pas fascinée, mais quand même ça m'intéressait bien de voir ça de l'intérieur. Sans doute aussi parce que je viens d'un milieu ouvrier, avec un père ouvrier tout en bas de l'échelle, et que du coup, ces questions de santé au travail me touchaient. Donc c'est cette on va dire, proximité avec le monde ouvrier qui un peu a déclenché ton envie de devenir médecin du travail. Enfin, qui m'a fait choisir ce mode d'exercice pour l'intérêt que ça représentait, l'intérêt intellectuel, on va dire, que ça représentait pour moi. Parce que l'intérêt de faire médecine, surtout quand on vient d'une famille ouvrière, c'est quand même la connaissance, en fait. C'est quand même le bénéfice principal de pouvoir faire des études de médecine, c'est l'accès à la connaissance pour quelqu'un qui vient du bas de l'échelle sociale. Et du coup, comprendre les relations de travail, le monde du travail, avec les inégalités qu'il comporte, etc., et tout ce que peut représenter comme contrainte et comme difficulté, voire comme souffrance, la situation des ouvriers, m'intéressait personnellement, ça me touchait, quoi. D'accord. C'est une spécialité, la médecine du travail ? Oui, bien sûr, c'est une spécialité. Moi, j'ai fait un CES de médecine du travail à l'époque qui durait 2 ans. Maintenant, c'est une spécialité qu'on choisit au moment de l'internat et qui comporte 4 années. 4 années, d'accord. Et on étudie quoi pendant ces 4 années, essentiellement dans la médecine du travail ? Alors, ça marche avec la santé publique. Ça fait partie de la santé publique. Donc, il y a des stages cliniques et des stages de santé publique. Et puis, pour ceux qui souhaitent devenir médecin du travail, beaucoup de stages en service de santé au travail et en service de pathologie professionnelle, etc. Donc c'est là qu'on découvre en fait finalement les entreprises, le monde du travail et qu'on fait des visites. C'est là que pendant les études, on découvre déjà toute la pathologie du travail, la toxicologie, l'ergonomie, etc. Et la réglementation, qui est très importante. Ça, c'est l'aspect réglementaire est majeur dans l'exercice de la médecine du travail.
Donc vraiment, le médecin du travail, il est à la fois entre le côté, on va dire, médical et scientifique, mais c'est aussi quelqu'un qui applique des règles, des réglementations. Voilà. Donc D'accord. on va dire entre le côté médical scientifique et le côté clinique, puisqu'il rencontre quand même des vrais gens, quoi. Et par rapport à des médecins qui travaillent en laboratoire ou dans l'industrie pharmaceutique, où ils n'ont pas de contact forcément avec ou dans la recherche, etc. Le médecin du travail, lui, il est quand même au contact de la réalité sociale, pour le coup. D'accord. Alors, ils exercent où les médecins du travail Il y a des structures particulières? Ils exercent dans les services de santé au travail qui sont tout à fait cadrés par la réglementation et qui sont de deux types, soit les services autonomes, enfin dans le jargon, les services autonomes, c'est-à-dire les services internes aux grandes entreprises, c'est surtout les grandes entreprises, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, le médecin du travail est directement un cadre supérieur de l'entreprise et il fonctionne vraiment à l'intérieur de l'entreprise. Mais c'est une minorité de salariés au total qui sont surveillés dans le cadre des services autonomes et la plupart des salariés dépendent d'un service interentreprise qui a un statut d'association. Tous ces services de santé au travail interentreprise ont des statuts d'association. Et ce sont alors donc des services qui suivent donc plusieurs entreprises, oui. Contrairement aux services autonomes où c'est vraiment l'entreprise elle-même. L'entreprise elle-même, d'accord. Ok. Et donc, il y a à peu près combien, enfin je ne sais pas si tu as des chiffres, ou il y a une majorité de services de santé au travail interentreprise? Ah oui, une grosse majorité, c'est-à-dire plus de 90% des salariés dépendent d'un service interentreprise. Donc la majorité d'entre nous. Voilà, clairement. Okay. D'accord, donc les médecins du travail exercent dans ces structures. Qui gère ces structures? Comment c'est composé? Alors tu nous dis que ce sont des associations, mais qui pilote Alors, au départ, quand la médecine du travail a été créée en 1946, la gestion des services et l'organisation et le coût a été laissé complètement à la charge des employeurs. Donc, jusqu'au début des années 2000, les conseils d'administration de ces associations étaient uniquement composés d'employeurs et les adhérents de l'association étaient toutes les entreprises qui souhaitaient faire surveiller la santé de leurs salariés par ce service. Donc les adhérents étaient les employeurs et parmi les adhérents, il y avait les administrateurs du service. À partir des années 2000, il y a eu tout un train de réformes, on y reviendra peut-être. Et donc maintenant, les conseils d'administration des services interentreprises sont paritaires. C'est-à-dire qu'en principe, il y a autant d'administrateurs issus des organisations patronales que d'administrateurs issus des organisations syndicales de salariés. D'accord, donc il y a finalement c'est une obligation pour l'employeur d'adhérer à un service inter. Oui. Donc ce sont les employeurs qui financent finalement le service. Et il y a, on va dire, un contrôle de la part des organisations syndicales. Alors c'est plus important que ça, le contrôle, enfin dans les textes en tout cas, c'est-à-dire que même quand les conseils d'administration étaient complètement patronaux, le contrôle social, on va appeler ça comme ça, était déjà inscrit dans les textes. Et il n'est pas mince, le contrôle social. C'est-à-dire que dans les services autonomes, qui exercent le contrôle sur l'activité du service de santé au travail, donc du médecin du travail, c'est le comité d'entreprise. Donc aujourd'hui, le Conseil social et économique, le CSE. Ça, c'est pour les services autonomes. Pour les services interentreprises, il existe une structure obligatoire qui s'appelle la commission de contrôle, qui réunit pour 2/3 de ses membres des représentants des organisations syndicales représentatives et 1/3 des représentants des employeurs, et dont la mission est de veiller à ce que le service interentreprise accomplisse bien la sienne de mission auprès des entreprises. Donc c'est vraiment sur l'activité du service interentreprise que la commission de contrôle doit intervenir, c'est à ça qu'elle doit s'intéresser. Donc voilà, c'est quand même une structure qui pourrait avoir un vrai rôle, pertinent et important. D'autre part, les CSE des entreprises adhérentes à un service inter-entreprise de plus de 50 salariés, ce CSE, lui,
il donne son avis sur l'adhésion à un service inter, parce qu'il y a beaucoup de services interentreprises qui travaillent grosso modo en concurrence quand même. Et donc, le choix du service inter qui revient à l'employeur, bien sûr, est soumis à l'avis du CSE. Et en cas de désaccord motivé du CSE, c'est l'inspecteur du travail qui tranche. D'accord. Ok. Alors, donc là, on voit bien que il y a donc un service de santé au travail interentreprise qui est la structure dans laquelle exercent les médecins du travail. Est-ce que le médecin du travail, il agit tout seul? Déjà, quelles sont ses missions au médecin du travail? Et quelles sont les missions du service de santé au travail interentreprise? Les grandes missions clés. Alors, la mission qui était énoncée en 1946, c'était quelque chose de magnifique, hein, de très idéal, puisque la mission était des médecins du travail à ce moment-là, hein, était éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Donc ça, c'est la mission principale. C'est la mission affichée. Bon, évidemment, c'est un peu idéaliste, et d'autant plus que l'outil qui s'est tout de suite installé dès la création de la médecine du travail, c'était la fameuse aptitude. C'est-à-dire, soit on est apte, soit on est inapte. Ah. Donc, du coup, ça a créé quand même toute une pratique ambiguë autour de cette mission d'éviter toute altération de la santé du fait du travail. Dans la mesure où le médecin avait surtout comme pouvoir de prononcer l'aptitude ou l'inaptitude du salarié, ou des restrictions d'aptitude. Mais enfin, en gros, c'est quand même la dualité aptitude-inaptitude. Voilà. Alors, ça a évolué considérablement dans le train de réforme qui se succède depuis 2002, à travers la loi de 2011, de juillet 2011, qui, elle, a précisé de façon très claire les missions des services de santé au travail, cette fois-ci. Hein, donc, des équipes et des directions de services de santé au travail. Donc là, pour le coup, les missions, elles sont énoncées de façon beaucoup plus précise et, selon moi, ça change tout. Là, donc, il y a 4 grands thèmes. Premièrement, conduire des actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des salariés tout au long de leur parcours professionnel. Donc ça, c'est concret et c'est quand même surtout de la prévention. Hein. La deuxième mission qui existait déjà dans le Code du travail auparavant, c'est le conseil auprès des employeurs, des salariés, de leurs représentants sur l'amélioration des conditions de travail, sur la prévention de la désinsertion professionnelle, etc. La traçabilité des expositions, voilà. Donc en fait, les services de santé au travail et le médecin du travail sont les conseillers du salarié et de l'employeur. Et des représentants des salariés. Et des représentants des salariés. Ah oui. Alors là, c'est énoncé clairement. C'est énoncé clairement. Hein. Donc ça, c'est les 2 premières missions. Il y en a 4 que tu disais. Oui, alors la troisième, donc dans la loi de 2011, la troisième arrive seulement en 3e position, le fameux suivi médical. D'accord. Donc là, ces services de santé au travail doivent assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé sur leur poste de travail, en fonction de leur sécurité et de celle des tiers, et de l'exposition aux facteurs de pénibilité, en gros. Donc on adapte en fait à chaque salarié. Ben c'est surtout que, en fait, là, c'est clairement dit que le suivi médical exercé par les médecins du travail et leurs collaborateurs, c'est en fonction du travail. C'est-à-dire, c'est vraiment clairement dit que c'est le lien entre santé et travail. D'accord. Hein? Donc, ça change tout. Parce qu'auparavant, éviter toute altération de la santé des travailleurs, on peut le lire, si on caricature à peine, les pas costauds qui vont s'abîmer au travail, on les sort. D'accord, ça c'était l'esprit d'avant cette réforme que tu nous C'était pas l'esprit idéal, bien sûr, mais dans la pratique, vu que l'outil principal est la décision d'aptitude, ça s'est traduit comme ça. Enfin, là, on peut en discuter pendant des heures. Hein, mais... on va revenir sur l'aptitude, mais en fait, après, c'est pour le 4e... Alors, le 4e point d'émission, c'est la participation au suivi et à la traçabilité des expositions et à la traçabilité des expositions professionnelles. Donc, les services de santé au travail, vont faire un suivi, on va dire, régulier. Ils vont faire un suivi régulier de l'état de santé des salariés. Ils connaissent
les conditions de travail, les postes de travail. Ils ont accès à toutes sortes de données sur la réalité du travail des gens. Et ils sont impliqués dans la traçabilité des expositions. C'est-à-dire qu'ils vont regarder quels sont les types d'expositions, par exemple à des produits chimiques. Oui, bien sûr, puisqu'ils ont une vraie expertise là-dedans, compte tenu du fait qu'ils sont formés pendant 4 ans sur la question. Donc c'est un personnage quand même majeur dans le système de prévention des risques professionnels. Donc on va y revenir aussi sur cette traçabilité des expositions. Donc là, on a bien compris finalement les objectifs des services de santé au travail. Alors ce qu'on comprend, c'est que avant cette réforme dont tu nous as parlé de 2011, on avait essentiellement finalement ces missions qui étaient confiées aux médecins du travail. Et aujourd'hui, c'est une équipe pluridisciplinaire. Qui inclut le médecin du travail et d'autres types de métiers, lesquels par exemple? Alors maintenant, c'est donc des équipes pluridisciplinaires qui restent animées et coordonnées, dit le texte, par les médecins du travail. D'accord. Mais qui va regrouper d'abord, pour le suivi médical, des infirmières, des médecins dits collaborateurs, qui sont simplement des médecins qui n'ont pas encore leur qualification en médecine du travail, mais qui travaillent à l'obtenir, ou des internes en médecine du travail. Ça, c'est pour le suivi médical. Mais pour toute la partie prévention, les services de santé au travail doivent pouvoir mettre à disposition des entreprises des compétences importantes en ergonomie, toxicologie, psychosociologie, ingénierie, hygiène, sécurité, etc. Donc en fait, des psychologues par exemple, les ergonomes, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce que c'est, un ergonome, c'est quelqu'un qui étudie... qui analyse les postes de travail. D'accord. Et la compatibilité des postes avec les personnes qui les occupent. D'accord. Et les toxicologues vont étudier en gros les effets des substances chimiques, par exemple, sur la santé. Ok. Très bien. Et des hygiénistes, tu nous disais... Des ingénieurs en hygiène-sécurité ou des techniciens qui vont pouvoir analyser les conditions de travail, le bruit, les poussières... faire des mesures, des choses comme ça en atmosphère. D'accord. Ok. Donc ça, c'est une équipe pluridisciplinaire qui est emmenée par le médecin du travail. Donc finalement, il récupère aujourd'hui un rôle de coordinateur, de manager en quelque sorte. Oui, en tout cas, il est le garant du fait que les missions de préservation de la santé sont assurées par une équipe qui a les compétences nécessaires. D'accord. Tu nous parlais tout à l'heure on revient, ça peut paraître un peu décousu, mais c'est pour que les gens comprennent bien. Tu me parlais de l'inaptitude. Alors d'où il vient cet outil et à quoi il sert concrètement? Ça sert à quoi? Parce que là, on va y revenir aussi, mais comme ça fait 2 fois que tu le mentionnes, l'inaptitude, le médecin du travail, lui, il a plutôt un rôle de surveillance. Enfin, on reviendra, il y a un certain nombre de visites obligatoires et régulières, mais comment ça se passe exactement? Comment le médecin il suit l'état de santé et quels sont ces outils dont il dispose pour aider les salariés? Alors, bon, ça, c'est une question vaste. Vaste. Alors, on va commencer par l'inaptitude. On va se concentrer. Alors, donc, la question, c'est que très vite, dans les outils qui ont été réglementés, enfin indiqués de façon réglementaire, c'est cette fameuse aptitude. C'est-à-dire que le médecin devait prononcer l'aptitude à un poste. Et d'ailleurs, ça conditionnait le contrat de travail. Les contrats de travail jusqu'à très peu de temps, puisque ça a été complètement bouleversé par la loi travail, cette histoire d'aptitude, mais le contrat de travail mentionnait, sauf résultat de la visite d'embauche. C'est-à-dire que ça avait un poids énorme sur le contrat de travail. C'est-à-dire qu'avant d'être embauché, il faut passer devant le médecin du travail qui dit si on est apte ou pas. Réglementairement, c'était pour les postes à risque avant l'embauche, mais dans la réalité, ça se faisait quasiment jamais avant l'embauche, ou peut-être dans les très grosses entreprises structuré, mais bon, franchement, massivement, c'était après l'embauche. Sauf que le contrat mentionnait qu'en cas d'inaptitude prononcée par le médecin du travail, le contrat était rompu de fait. Alors, donc, effectivement, bon, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que, du coup, cette histoire d'aptitude, d'inaptitude, d'ailleurs, il suffit d'interroger n'importe qui qui n'a pas 25 ans sur ce qu'il a vécu au cours des examens médicaux en médecine du travail, c'est ça, c'était la fiche d'aptitude, c'est-à-dire apte ou inapte. Et la décision d'inaptitude est un motif réel et sérieux de licenciement, une fois que l'employeur a rempli son obligation de reclassement. Mais dans la réalité, c'est évident
que le médecin du travail avait un pouvoir énorme, mais sûrement excessif, sur le contrat de travail. Enfin, c'est une vraie question. Donc, moi, je fais partie d'une génération de médecins du travail qui s'est beaucoup mobilisée pour qu'on revienne sur cette notion d'aptitude, inaptitude, pour des raisons déjà de liberté, de liberté individuelle par rapport à ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans les pays anglo-saxons, ça n'existe pas, ça leur paraît complètement ahurissant, cette histoire. C'est-à-dire que les gens sont informés des risques à leur poste de travail, etc. Et puis, c'est eux qui prennent la décision de prendre les risques ou pas. Les médecins... Ça, c'est ce qui a été aujourd'hui introduit dans la nouvelle loi travail. Non. La visite d'embauche, c'est pas ça? Je me trompe. Non, c'est-à-dire que la loi travail, elle a aboli la question d'aptitude au poste, sauf pour les postes à risque. D'accord. Mais donc, la majorité des salariés, aujourd'hui, n'est plus soumise à la décision d'aptitude à l'embauche. Ça n'existe plus. Mais pour les postes à risque, de quel type, par exemple? Alors, les postes à risque, soit des nuisances liées au poste de travail, des nuisances importantes, comme par exemple les produits cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, les milieux hyperbares, des toxiques importants, l'amiante, le plomb, etc. Et aussi pour les postes dits de sécurité, c'est-à-dire des postes sur lesquels la sécurité des tiers est engagée. En gros, c'est la question des pilotes, les conducteurs de TGV, et ceux qui conduisent des engins de chantier, etc. Voilà, quand il y a un risque pour les autres, pour soi et pour les autres. Donc là, le médecin du travail la sécurité. Est sollicité. Voilà, donc là, le médecin du travail garde son activité de déterminer l'aptitude au poste. Par contre, l'inaptitude, elle reste pour tous les salariés. C'est-à-dire qu'un salarié qui devient, pour des raisons diverses et variées de santé, en difficulté à son poste de travail, peut être déclaré inapte par le médecin du travail. Alors, il y a toute une procédure, c'est très intéressant, c'est très important de le rappeler. La première étape, c'est le salarié qui éprouve des difficultés à son poste de travail, rencontre le médecin du travail, lequel doit proposer des aménagements de poste. Ça, c'est proposé au chef d'entreprise. Oui, des aménagements de poste. Mais il a quand même une autorité importante pour dire, voilà, cette personne, par exemple, elle ne peut plus travailler la nuit. Donc voilà, ça c'est un aménagement de poste ou un changement de poste, mais ça dépend. On a une infirmière qui, pour des raisons de santé, ne supporte plus le travail de nuit. Le médecin du travail peut demander qu'elle passe de jour. Voilà. Après, l'étape d'après, c'est quand la personne est inapte à son poste de travail. Et là, elle doit être classée. Donc, là, il y a toute une démarche à faire auprès de l'employeur. Et les textes qui sont sortis de la loi travail sont très précis sur ces questions-là. Et pour moi, c'est plutôt bien, puisque ça oblige quand même, ça cadre les décisions du médecin du travail, qu'il y a quand même toutes sortes de choses à respecter avant de prononcer une inaptitude définitive à un poste de travail qui se solde souvent, malheureusement, par le licenciement. Bon, alors, ce qu'il faut comprendre par rapport à l'aptitude-inaptitude, c'est ce que ça représentait sur le plan juridique dans le système français. C'est-à-dire que dans le contrat de subordination qui lie le salarié à son employeur, les choses sont très inégales. C'est-à-dire que l'employeur a le pouvoir de demander toutes sortes de choses à son salarié en contrepartie de son salaire et de lui imposer des contraintes et éventuellement de le sanctionner s'il ne répond pas à sa demande. Bon. Donc, l'histoire de l'aptitude pour les juristes, c'est le médecin du travail est le garant que cette relation de subordination ne va pas altérer la santé de la personne. C'est-à-dire que c'est le médecin, pour les juristes en France, le médecin du travail pose la limite de la subordination par rapport à la santé. C'est-à-dire que là, il intervient et l'employeur doit respecter les préconisations du médecin du travail, sauf à engager sa responsabilité lourdement s'il arrive quelque chose. Donc c'est quand même quelque chose de très important, cette histoire-là. Donc, autrement dit, le médecin du travail, il a une autorité considérable, selon moi, dans une entreprise. Alors, oui.
Donc on comprend bien que finalement cet outil de l'aptitude, inaptitude, donc ça avant l'embauche ou pendant, etc., mais aussi après, c'est vraiment un outil qui permet de préserver donc la santé des salariés. Voilà. C'est ce que tu es en train de nous dire. Sur le plan individuel. Sur le plan individuel, Voilà. d'accord. Alors, sur le plan individuel, il se trouve que majoritairement, les gens qui vont être déclarés par le médecin du travail inaptes à leur poste, majoritairement, c'est le chemin vers le licenciement. Bon, parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Parce que les procédures de reclassement dans le monde du travail actuel, qui est quand même assez violent, assez dur, le reclassement, c'est juste des formalités, des procédures un peu formelles, mais ça aboutit rarement. Bon, c'est pour ça que, en fait, du coup, quand même, les médecins du travail ont été vus par les salariés pendant des dizaines d'années, essentiellement sous l'angle de la visite médicale et de cette fameuse aptitude-inaptitude, avec tout ce que représente pour le citoyen français l'autorité médicale, quand même. C'est-à-dire que, rares sont ceux, et surtout les représentants du personnel, par exemple, qui se sont permis d'interroger ces pratiques-là. Mais surtout, c'est ce qu'on a essayé de porter pendant des années, les médecins du travail un peu engagés, là, c'est que la question de l'aptitude faisait écran à la prévention. Ben oui, parce que comme le médecin du travail, c'est un médecin, il est quand même formaté à l'entretien individuel, au colloque singulier, comme on dit en médecine, et donc à la relation individuelle avec les salariés. Donc c'était quand même son activité principale qui lui bouffait tout son temps, c'était les visites médicales. Et du coup, effectivement, trancher les situations difficiles où les gens allaient de plus en plus mal au travail parce qu'ils ne tenaient pas le coup, ou parce qu'ils vieillissaient, ou parce que c'était un travail difficile par rapport à leur état de santé, ce qui est souvent le cas quand même. Et donc, du coup, ils étaient quand même avalés par les médecins du travail par cette histoire de décision d'aptitude-inaptitude. C'est-à-dire qu'en gros, on protège les gens dans leur individualité. On les protège. On peut dire que, si on est critique, on peut dire que aussi on les trie, quoi. Il y a un peu de ça quand même. Alors que depuis les années 70, la mission du médecin du travail est très fortement inscrite dans les textes sur la prévention, c'est-à-dire sur la connaissance du milieu de travail et sur le conseil aux employeurs pour améliorer les conditions de travail avant que les gens soient en difficulté. Et ça veut dire aller sur le terrain, ça. Bien sûr. Mais ça, depuis les années 70, le médecin du travail, il doit occuper, c'est écrit noir sur blanc dans le Code du travail, un tiers de son temps, qu'on appelle le tiers-temps dans le jargon, en milieu de travail. C'est-à-dire qu'un tiers de son temps, il se balade dans les entreprises, il va voir les postes de travail, il participe aux réunions de CHSCT, voilà. Et il le fait, ça ? C'est faisable dans la pratique ? Oui, c'est faisable. En général, au fil du temps, les services... ça a mis du temps, mais enfin, les services interentreprises ont effectivement respecté l'histoire du tiers-temps. En gros, un médecin, il a 3 vacations par semaine, 3 demi-journées, où il n'y a pas de rendez-vous médicaux et où il va en entreprise. D'accord. Bon, voilà. Après, dans quoi il s'est investi ? Voilà, c'est ça. C'est... Là, ça devient compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est assez difficile et c'est souvent conflictuel de défendre face à un employeur, dans une réunion de CHSCT ou autre, une amélioration conséquente des conditions de travail. Parce que les impératifs économiques sont tout de suite mis en avant, et voilà. Donc du coup, on est ramené quand même à la gestion individuelle des situations. Donc c'est ce que tu es en train de nous expliquer. C'est-à-dire que finalement, beaucoup de médecins du travail se sont, pour diverses raisons, finalement concentrés beaucoup plus sur la gestion individuelle et, on va dire, l'accompagnement des personnes qui sont en situation de plus pouvoir travailler, au détriment, on va dire, d'une certaine forme j'allais dire de lutte, c'est peut-être pas forcément, mais de lutte pour les conditions de travail dans les entreprises qui suivent. Oui, en tout cas d'amélioration des conditions de travail. D'accord. Et d'élimination des risques auxquels sont exposés les salariés. Et alors,
les salariés, finalement, ils sont suivis à échéance régulière. Alors, il l'était, donc alors là, ça a beaucoup changé hein, avec la loi travail. Auparavant, il y a 20 ans, ils étaient suivis tous les ans. Ensuite, c'est passé au début des années 2000, tous les 2 ans. Et puis maintenant, ça dépend des catégories de salariés, mais en gros, un salarié qui va bien, etc., il peut très bien, qui est jeune, admettons, et il peut très bien être vu par le service de santé au travail, enfin rencontrer un professionnel du service de santé au travail tous les 5 ans. Donc il y a une visite en fait obligatoire pour tous les salariés tous les 5 ans. Voilà. Et pour d'autres qui sont plus à risque. Voilà, tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Et pour les postes à risque où la pratique de l'aptitude demeure, c'est tous les 2 ans, avec possibilité d'intercaler entre les visites de médecin, une visite par un infirmier. D'accord. Alors, c'est quoi le principe de cette visite par les infirmiers en santé au travail? Maintenant, déjà, on n'appelle plus ça des visites d'embauche et des visites périodiques, etc. On appelle ça des visites d'information et de prévention. Alors, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et effectivement, puisque comme le dit le texte, c'est en fonction des risques au poste de travail, en fonction de l'âge de la personne et en fonction des risques pour sa sécurité, etc. Donc, le médecin du travail peut déléguer à son équipe, médecin collaborateur, interne, infirmier, le suivi de certains salariés, en tout cas le suivi systématique. Lui, il reste celui qui va faire la surveillance des travailleurs qui méritent une décision d'aptitude, enfin qui justifient une décision d'aptitude, des travailleurs en difficulté, par exemple qui bénéficient de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Et c'est lui qui fait les visites de reprise après absence, les visites de pré-reprise, les visites à la demande de l'employeur ou à la demande du salarié. C'est très organisé. D'accord. Ouais. Alors là, à chaque fois, il y a un contexte des visites qui est bien particulier. Ah oui, c'est très réglementé. Donc, on a les visites périodiques. Donc, ça, c'est tous les 5 ans admettons, ou tous les 3 ans en fonction des risques. Les visites de reprise et de pré-reprise, ça, c'est dans quel contexte? Ça, les visites de reprise, c'est des reprises après une maladie, ou un accident. Donc, en gros, ou un congé de maternité. C'est les gens qui ont été absents. Donc on s'assure qu'ils sont bien pour reprendre. Voilà, ou en tout cas, on s'intéresse à ce qui s'est passé au point de vue santé pour réévaluer la compatibilité entre l'état de santé et le poste de travail. Et puis, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, c'est aussi important de comprendre comment est arrivée cette atteinte à la santé de façon à la prévenir. Le principe, c'est ça. D'accord. Et d'éviter éventuellement de réexposer des gens. Voilà, c'est ça. Et de mettre en place des mesures de prévention. D'accord. Donc ça, c'est vraiment les moyens aussi de revoir les gens, de les accompagner. Alors, quelque chose de très important aussi qu'il faut vraiment souligner dans cette nouvelle organisation du suivi médical, c'est que le texte dit à plusieurs reprises que tout salarié peut à tout moment demander à rencontrer le médecin du travail. Alors ça, c'est important de connaître ça. Ça, c'est Est-ce très que important. Tous les salariés le savent, ça? Ça dépend de l'information que leur fait leur service de santé au travail. Mais effectivement, et même les organisations syndicales, etc., devraient, et les médecins du travail devraient les informer. Mais ça, c'est essentiel, parce qu'en fait, y a un vrai changement quand même. C'est-à-dire qu'auparavant, les gens ils subissaient la visite médicale tous les ans. C'était une espèce de routine un peu vide de sens quand même, je pense. Si on interrogeait, on fait un micro-trottoir, on va avoir ce retour-là. On pourrait dire plein de choses là-dessus. Et maintenant, quand même, ça s'est quasi inversé. C'est-à-dire que, en fait, le médecin du travail, on lui demande d'abord de conduire des actions en santé au travail, d'assurer un suivi pertinent, c'est-à-dire en fonction des risques et en fonction des catégories de salariés. Donc, on va dire de travailler intelligemment sur le suivi médical. C'est ce qu'on lui demande, en tout cas. Et j'ai perdu le truc. Donc le médecin du travail, il est là pour accompagner donc les personnes qui sont... Enfin, ce qu'on disait, c'est que quand tu as une personne qui se sent mal ou qui nécessite de voir un médecin, il faut qu'elle sache qu'elle peut faire appel, en dehors de ses visites réglementées ou périodiques, à son médecin du travail. Exactement, c'est-à-dire que maintenant, finalement, on donne la priorité à la demande.
D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait eu un bouquin qui avait été écrit par les médecins du travail en 90 ou 12, enfin début des années 90. Et moi, j'avais participé à ce livre en écrivant Comment travailler sans demande. Comment travailler sans demande? Bah oui, parce que dans ces années-là, bon, c'était une obligation, la médecine du travail, c'est une espèce de rituel un peu obsolète. Mais en fait, on ne nous demandait rien. Les questions de santé au travail n'étaient pas présentes comme maintenant, hein, rien à voir. Et même les employeurs, enfin, moi j'ai travaillé dans les services interentreprises, hein, donc les petites entreprises, petites et moyennes, et on n'avait pratiquement pas de demande en fait. Tandis que maintenant, c'est quand même organisé sur la demande. Et les médecins du travail sont de plus en plus sollicités par les salariés pour des visites à la demande du salarié, comme on dit. Ouais, Hein, donc finalement, les gens ont compris qu'il y avait voilà, et puis bon, les une questions aide. de santé au travail sont beaucoup plus présentes. Ouais, médiatisées aussi. Oui, et puis importantes, hein, je pense. Hein. Absolument. Et donc, et du coup, ça change tout, ça change la donne quand même, parce que le médecin du travail, c'est un acteur incontournable sur les questions de santé au travail, et il faut que les salariés s'adressent à lui. D'accord. Mm. Alors, mais là, je vais poser un peu une question de. Enfin, mais moi, quand je suis malade, par exemple, mon premier réflexe, c'est d'aller voir mon médecin généraliste. Oui, mais c'est quand tu es malade parce que tu as attrapé une angine ou tu t'es tordu la cheville. Mais les gens font le. Bon, non, mais quand c'est au travail que ça va pas. Ah oui. Ah. Donc là, il faut penser médecin du travail. Bah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, les gens qui viennent voir le médecin du travail, sauf peut-être dans les autonomes que je connais pas, hein, donc en tout cas dans les interentreprises, les gens qui demandent une visite, c'est au sujet du travail. Toujours. Toujours. Et alors, toi, quand tu as comme ça des gens qui venaient te voir parce que ça n'allait pas bien au travail, comment ça se passait dans ta pratique de tous les jours, hein? Voilà, comment tu les recevais? Qu'est-ce que tu mettais en place justement pour leur venir en aide? Alors, donc il y a deux aspects, on va dire. C'est-à-dire qu'en tant que médecin, bon, on essaie de comprendre la demande, de comprendre la difficulté de la personne, sa pathologie, le cas échéant. Bon, alors donc là, ça peut être plein de choses. Hein. Il peut y avoir toutes sortes de choses à mettre en place, que ce soit sur le plan du lien qu'on peut avoir avec le médecin traitant, par exemple, hein, si c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé chroniques. Bon, et puis comprendre aussi ce qui est difficile dans le travail ou quels sont les problèmes, hein, qui impactent le travail. Et alors là, ça peut être, bon, on va reprendre l'histoire de l'aménagement de poste. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a une difficulté de santé et qui va avoir besoin qu'on modifie un petit quelque chose dans l'aménagement de son poste, ou qu'on le change de poste, ou qu'on l'oriente vers carrément une reconversion professionnelle, par exemple. Hein. Par exemple, si on prend un travailleur de force ou un travail physique, et puis survient une pathologie qui nous fait penser que dans 5-10 ans, ça sera plus possible de faire ce travail. Alors le médecin du travail doit initier une démarche avec la personne pour qu'elle s'oriente vers une reconversion professionnelle qui lui permette de continuer à travailler de façon correcte par rapport à son état de santé. Et en général, tu te Alors, retournes vers l'employeur, vers le service compétent? Bon, ça c'est quand c'est des cas individuels. Mais le plus souvent, si les gens viennent, parce que c'est infernal dans le service, qu'ils n'en peuvent plus et que tout part en vrille, que ce soit d'un atelier exposant au TMS, par exemple, troubles musculo-squelettiques, ou que ce soit les fameux risques psychosociaux. Hein. Bon, là, si les gens viennent vers moi, là, on est carrément dans la problématique de l'entreprise et de la prévention et de l'alerte sur un risque particulier. Et donc là, il faut accueillir la personne, c'est sûr, et la conseiller et la protéger si besoin. Hein. Ça peut être l'orienter vers son médecin pour qu'elle puisse s'arrêter un peu, ou pas, hein, pas forcément ça, mais ça peut être ça aussi. Et puis surtout, il faut aller vers une action collective. D'accord. Ah bah oui, parce que là pour le coup, c'est vraiment le travail du médecin du travail, quoi. Il n'y a que lui qui peut le faire. Et donc là, ça veut dire quoi? Tu contactes les représentants? Alors, donc là, il faut déjà se mettre d'accord avec la personne, dans le respect de la confidentialité, du secret médical, sur comment on peut utiliser son témoignage ou pas. Hein. Mais de toute façon, si c'est des services où ça va très bien, très mal, en général, on n'a pas qu'un exemple. Hein. En plus, dans les visites systématiques qui sont faites, les entretiens individuels systématiques qui sont faits par l'infirmière ou par le médecin, on sent bien quand ça va pas bien dans un service. Parce qu'on a des indices quand même. Hein. Les gens, ils expliquent que ça va pas bien, que du coup, ils ont tel et tel retentissement, ils sont obligés de prendre quelque chose pour dormir. Voilà, bon.
Donc voilà, donc quand le médecin constate ce genre de situation, alors il doit agir collectivement. Alors là, il a pas mal d'outils. Déjà, il est responsable d'un document obligatoire. Hein. Tout ça, c'est obligatoire. Hein. Donc, un document obligatoire qui s'appelle la fiche d'entreprise, dans lequel il doit recenser les risques auxquels sont exposés les salariés et qui communique à l'employeur, ce document étant présenté au CSE une fois par an. D'accord. Donc, il peut très bien, s'il voit quelque chose qui évolue dans l'entreprise dans un sens négatif pour la santé des salariés, la première chose à faire, c'est de mettre à jour la fiche d'entreprise et d'écrire quelque chose là-dessus. Parce que ça, c'est un document écrit noir sur blanc et voilà, qui fait autorité dans l'entreprise. Donc, à mon avis, c'est déjà la première étape. Ensuite, il peut intervenir, il est le conseiller des salariés, de leurs représentants, de l'employeur. Il peut très bien intervenir lors d'une réunion de CHSCT quand il en existe un, ou du CSE maintenant, et puis alerter sur telle ou telle problématique, où il peut rencontrer les responsables de l'entreprise. Enfin, il peut faire plein de choses. Bon. Et puis, il y a aussi un article alors, qui date aussi de la loi de 2011 et qui est majeur, aussi majeur que celui qui décrit précisément les missions. C'est le devoir d'alerte du médecin du travail. Il alerte qui ? L'employeur. L'employeur. C'est-à-dire que le texte dit, quand le médecin du travail constate un risque pour la santé des salariés, c'est pas pour un salarié individuellement, c'est pour les salariés, il doit alerter l'employeur et, par un écrit motivé et circonstancié, dit le texte, indiquer des moyens de prévenir ce risque. Et ce document, il est adressé qu'à l'employeur ? Alors, il est adressé à l'employeur et le texte prévoit qu'il est aussi adressé aux représentants du personnel et même à l'inspecteur du travail, au contrôleur de la CARSAT, etc. Donc on mesure bien l'impact que ça peut avoir aussi. Alors. Donc ça, c'est quand même un outil majeur. Et donc l'employeur, il est obligé de répondre par écrit. Et ça se passe comment quand on fait ça ? Ah ben ça se passe, là, c'est très efficace. Donc ça veut dire que ça oui, ça parce a que du poids. l'employeur, en général, efficace. il sait, lui, il est conseiller, il sait beaucoup de choses. Donc il sait que là, il est obligé de répondre, et puis voilà. D'accord. Donc ça, c'est un outil très efficace. Le problème est qu'il est peu utilisé. Pour quelle raison ? Ah, ça c'est une autre question. Là, on arrive sur la question du hiatus entre l'esprit des textes et la vraie vie. Et leur mise en la œuvre en réalité. pratique. Ouais. Voilà. C'est quoi ? C'est parce que c'est conflictuel ? Ah ben, enfin là, il y a plusieurs causes. C'est tout un système. C'est tout un système en fait. Mais c'est même pas un hiatus, c'est un abîme entre l'esprit des textes et la réalité, un gouffre. Quand on observe un peu de l'extérieur. Et c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est que finalement, on préserve un certain équilibre inconsciemment. Comment on peut expliquer ça ? C'est que ça dépend un peu des écosystèmes, entreprises, services de santé au travail. C'est-à-dire que en fait, le système a été organisé au fil des décennies. Moi, je dis toujours, pour aller vite, il a été organisé pour ne pas remplir les missions affichées. C'est fort, ça. Oui. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. On peut prendre des exemples. Si on prend par exemple le suivi médical, la traçabilité des expositions et le suivi médical des populations, dont le texte nous dit qu'effectivement le médecin du travail conduit des actions en santé au travail pour préserver la santé tout au long du parcours professionnel. Donc c'est-à-dire pendant tout le suivi par ce service. Bon, déjà, le fait que les services soient, par exemple en Ile-de-France, il y en a plusieurs dizaines de services qui sont en concurrence sur un même territoire. En plus de ça, avec la mobilité des salariés qui ne restent pas dans la même entreprise pendant 30 ans, c'est des exceptions maintenant, les gens sont surveillés par plusieurs services successivement sans qu'il y ait aucune transmission. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune centralisation de ce suivi. Il n'y a aucune centralisation. Et obligation de donner le dossier. Non. Non. Alors qu'aujourd'hui, on a le dossier médical partagé. Ça ne concerne pas les médecins du travail pour l'instant. Ah, d'accord. Et donc c'est en question. Mais ça pose beaucoup de questions. Donc finalement, moi, si je change plusieurs fois de métier et de service de santé au travail, il n'y aura pas de suivi de mon état. 10 dossiers éparpillés. La caricature du système étant les salariés précaires et en particulier les intérimaires. Alors, tu en as suivi, toi, beaucoup pendant ta carrière ? Moi, je me suis pas mal engagée sur la question des intérimaires.
On avait monté tout un projet. Bon, la question des intérimaires, disons, c'est la caricature du système. C'est-à-dire qu'un médecin qui est conscient de sa mission, qui connaît les textes, ils connaissent très bien les textes, les médecins du travail, ils sont très bien formés, et ils ont accès facilement à la formation continue. Franchement, là-dessus, c'est nickel. Bon. Comment il peut supporter d'assurer le suivi médical d'intérimaires qui ne reverra pas ou qui reverra 4 ans après, sur lesquels il n'a aucun moyen d'agir? C'est pas lui qui, le plus souvent, en tout cas dans les grosses régions comme l'Île-de-France, c'est pas lui qui surveille l'entreprise utilisatrice, évidemment. Et sur les conditions de travail, il ne peut pas intervenir, enfin, dans l'organisation actuelle. Bon. En plus de ça, sur le plan médical, pour l'intérimaire, c'est blanc ou noir. Hein. C'est-à-dire que soit il ne se passe rien, enfin on ne dit rien, donc il a une attestation de suivi, ou s'il occupe un poste à risque, un poste de sécurité par exemple, il a un avis d'aptitude. S'il a la moindre restriction d'aptitude, ne pas porter plus de 20 kilos, ou je ne sais pas, un aménagement de poste, etc., il sort des fichiers de la boîte d'intérim, évidemment. J'imagine que ça ne doit pas aider à... non, c'est évident. Instaurer même déjà une confiance entre lui et le médecin du travail. Déjà, mais... Ou essayer d'esquiver le truc. Ça, la question de la confiance, on peut l'aborder aussi. Mais ça, c'est... mais pour l'intérimaire, en tout cas, du point de vue du médecin du travail, disons qu'il est en échec sur ces deux missions. Sur la mission de la prévention et sur la mission du suivi médical. Or, quand même, bon, moi, je me suis intéressée à la question des intérimaires depuis les années 80. Rien n'a bougé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire bouger, alors pour avoir ce suivi quand même du parcours chaotique de ces personnes? Il faudrait que les services de santé au travail soient organisés dans l'objectif de faire un suivi sérieux de la santé des intérimaires, d'autant plus que dans toutes les grands-messes de santé au travail, il y a toujours un petit chapitre sur les populations vulnérables, dont les intérimaires, et on dit que c'est la priorité. Alors que c'est eux les plus mal surveillés. Donc, cherchez l'erreur. C'est-à-dire qu'il faut centraliser leur dossier, c'est quelque chose comme ça qu'il faut mettre en place? En tout cas, il faudrait organiser la médecine du travail pour qu'elle soit à la hauteur de sa mission, en priorité, auprès des populations qui en ont le plus besoin. Non? C'est pas logique? C'est logique, oui. Après, c'est comment trouver les moyens il faut analyser pourquoi ça marche pas. Donc là, c'est simple. Les services de santé au travail, ils fonctionnent chacun dans leur coin et ils partagent rien. Bon, ils n'ont pas les mêmes outils, enfin, voilà. Sur le plan d'intervenir sur les conditions de travail des intérimaires, comme c'est pas les mêmes services, ou les mêmes médecins en tout cas, mais souvent pas les mêmes services, qui interviennent dans l'entreprise utilisatrice de l'intérimaire et dans l'entreprise de travail temporaire, du coup, il se passe rien. Alors, il y a des textes. Alors, c'est là qu'on voit que, je dis, les textes sont puissants. C'est vrai, ils sont puissants dans l'esprit. Mais on voit que dans la réglementation, les textes en R, etc., là, on sent l'adaptation au système tel qu'il fonctionne quand même plutôt en faveur des entreprises que de leurs salariés, enfin des employeurs en tout cas. Et là, on voit bien que, par exemple, sur l'intérim, il y a des textes qui sont juste inapplicables. Voilà. Alors, donc, les textes prévoient que les médecins du travail de la boîte d'intérim et celui d'entreprise utilisatrice doivent échanger les informations utiles. Bon, c'est joli, mais dans la réalité, c'est infaisable. Et donc, du coup, tout le monde le sait, les médecins inspecteurs, les premiers. Et il ne se passe rien. Donc, cherchez l'erreur. Ouais. Là, voilà. Donc, on aurait vraiment intérêt à avoir un outil un peu qui permette de centraliser à minima les infos qu'on a sur ces salariés. Si on n'était pas hypocrite, ouais, on organiserait le système pour qu'il remplisse sa mission. D'accord. Donc, vraiment en essayant de les mettre chacun en relation. Voilà. Quoi. Si on prend, par exemple, la priorité qui est maintenant donnée, alors quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est quand même maintenant les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, des services avec les CARSAT et les directs. Ça, on peut peut-être expliquer ça. Ouais, c'est quoi ça en 2 mots, ces contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens? C'est-à-dire que justement, là encore, avec la loi de 2011 et puis la loi travail, etc., la loi de 2011 surtout, il y a quand même des choses qui ont bien évolué pour
on va dire, diminuer l'opacité des services de santé au travail, dans la mesure où jusqu'à présent, jusqu'au début des années 2000, les services de santé au travail, finalement, ils rendaient compte à personne. C'est quand même hallucinant, ça, sur le plan de la santé. Alors, ils dépendent du ministère de la Santé, du ministère du Travail, justement, et pas du ministère de la Santé. Et simplement, les médecins devaient faire des rapports qui sont transmis aux médecins inspecteurs. Voilà. D'accord. Basta. Ils font aussi des rapports dans les entreprises de plus de 300, qui sont transmis au CE, maintenant au CSE. Mais sinon, sur le plan santé publique, pas de son, pas d'image, voilà. Personne ne cherche à savoir ce qui se passe dans les services de santé au travail. Bon, et là, aujourd'hui, c'est différent. Alors, du coup, la loi de 2011 a institué, déjà, à renforcer considérablement la procédure d'agrément par les directs, puisque les services qui qui sont sous la tutelle du ministère du Travail sont donc soumis à un agrément auprès de la directe. Bon, donc avant, c'était assez formel, maintenant, c'est quand même beaucoup renforcé. Ils sont obligés d'avoir un projet qui colle aux objectifs du plan santé-travail, du plan régional santé-travail, de justifier les moyens qu'ils mettent à disposition de leurs équipes et de contractualiser sur la base de ce projet avec la CARSAT, la CRAMIF en Ile-de-France, et la directe. D'accord, les CARSAT sont les caisses de retraite et santé-travail qui dépendent de l'assurance maladie. Voilà, c'est l'échelon régional de l'assurance maladie. D'accord. Qui donc est l'assureur des entreprises. Il faut le savoir, c'est important. Ouais. C'est à ce titre-là qui accompagnent en prévention, mais qui ont aussi un rôle de contrôle. De contrôle et puis qui organise la tarification des accidents de travail. C'est l'assureur obligatoire des entreprises. Oui. Donc, ce que tu nous dis, c'est que ces fameux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, c'est finalement l'outil qui a été mis en place pour essayer d'avoir une vraie politique de santé publique sur l'ensemble, en santé au travail. D'accord. Voilà. Et ça a eu des effets réellement ? Ça a été une petite révolution quand même dans le monde de la santé au travail, c'est sûr. Après, il faut voir comment c'est appliqué et puis qu'est-ce qu'on leur met, qu'est-ce qu'il y a dans les CEPOM, jusqu'où ça va. Bon, ça, moi, quand j'ai quitté... Entre chaque service de santé au travail et tout à fait, la en fonction des objectifs régionaux. Mais bon, pour moi, pour ce que j'ai connu des premiers CEPOM, c'était assez mou quand même. Donc, l'autre exemple que je peux prendre là, sur le hiatus qu'il y a entre l'esprit et la réalité, c'est la question justement qui est mise en avant complètement et qui est la priorité numéro 1 en Ile-de-France et dans beaucoup de régions, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est joli comme expression. Ça veut dire que les gens ne perdent pas leur boulot pour des raisons de santé et qu'ils se retrouvent au chômage et malades ou handicapés, etc. Donc on les maintient en poste. Donc, on les maintient en poste. Donc, ils ne sont pas licenciés pour inaptitude. Bon. Sur cette question de la prévention de la désinsertion professionnelle, à mon avis, l'outil, le truc à surveiller, comme le lait sur le feu, c'est les inaptitudes, évidemment, puisque ça tourne autour des inaptitudes. C'est ce qui va déclencher, finalement. Voilà, c'est la menace d'inaptitude qui va déclencher la démarche de PDP, comme on dit, de maintien dans l'emploi. Et ça, il ne s'est rien passé là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Voilà, il y a quelques services qui travaillent un peu quand même, qui écrivent quelque chose là-dessus, en particulier à Lille, mais disons qu'il n'y a pas une volonté publique, politique au sens large, d'aller voir quand même qu'est-ce qu'il y a derrière ces décisions d'inaptitude, quoi. Donc on sent bien qu'il y a un point là-dessus quand même sur l'inaptitude. Complètement, bien sûr. C'est vraiment le... Bien sûr, c'est majeur. Parce que, si on prend les histoires de souffrance au travail, les gens qui s'effondrent à la suite d'une situation de travail très difficile, dégradée, humiliante ou insatisfaisante en tout cas profondément, c'est exceptionnellement des situations individuelles. C'est toujours des situations collectives. Mais qui entraînent des souffrances individuelles. Qui entraînent des souffrances individuelles qui peuvent être très graves chez certaines personnes, qui vont effectivement terminer parfois en invalidité. Il y a aussi toute la question du suicide. Et puis, et en tout cas, même s'ils ne terminent pas en invalidité, qui risquent fort de quitter l'entreprise, ce qui demande d'ailleurs, au bout d'un certain temps, à un certain degré
de leur atteinte. Hein. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui demandent. Les médecins du travail vont le dire, mais c'est vrai. Ils vont demander à quitter l'entreprise. Et si la négociation n'est pas possible avec l'employeur, etc., on se rabat sur la décision d'inaptitude. Mais quand même, au vu des missions telles qu'elles sont précisées, là, c'est absolument pas satisfaisant. C'est clair qu'un médecin qui fait son boulot de médecin du travail, il doit agir bien en amont du moment où il va proposer l'inaptitude aux personnes. Alors comment il repère ces situations de souffrance ou de désorganisation qui conduisent à des souffrances? Ça, c'est pas difficile. Ah bon? Non, parce que quand on est médecin du travail ou une équipe et qu'on suit une entreprise, on la connaît bien l'entreprise, on sait bien comment ça fonctionne, quand ça se dégrade, etc. Parce que les gens, ils parlent quand même. Hein, sauf à se méfier méchamment du médecin du travail, mais quand même, en général, ils sont contents de parler de leur boulot. Donc, on sait plein de choses. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Est-ce qu'on agit ou est-ce qu'on n'agit pas? Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Par où je commence et quand je commence? Mais en tout cas, c'est leur boulot, quoi. Ou alors, sinon, on ferme tout ça, là, on ferme le code du travail, on arrête. Ouais. S'ils font pas ce boulot-là. Mais... Donc, c'est la question. La question, c'est celle-là. La question majeure. Hein? Et sur les risques psychosociaux, alors, bon, moi, c'est ce que j'explique aux syndicalistes quand on leur fait des formations là-dessus. Il ne faut pas attendre que les gens ils s'arrêtent pendant 3 mois, 4 mois, qu'ils ne donnent plus de nouvelles et qu'ils soient complètement... Non, il faut pas... Non, il faut agir en amont. Quand les gens ils commencent à dire lundi matin que ils n'ont pas dormi, qu'ils viennent avec la boule au ventre, qu'ils ont mal à la tête, que ça les dégoûte de retrouver leur boulot, ou que le soir ils ne supportent plus leurs gamins tellement ils sont énervés. Voilà, c'est là qu'il faut agir collectivement. Et le médecin du travail, il a des billes là-dessus, sauf qu'il faut le solliciter. Mais est-ce que finalement, tout à l'heure, je sais pas, on a beaucoup parlé d'inaptitude, mais est-ce que finalement, c'est pas un peu quelque chose qui va retarder le fait de venir voir son médecin du travail parce qu'on a peur d'être mis en inaptitude? Alors, ça va quand même... Enfin, ça reste une vraie préoccupation pour les postes à risque. Oui. Parce que là, c'est le verdict. C'est même encore plus compliqué qu'avant parce que finalement, là, le texte a confié au médecin du travail presque un rôle d'expert qui est incompatible avec son rôle de prévention d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'il peut intervenir sur le contrat de travail de quelqu'un en fonction de la sécurité des tiers. Ça, c'est une vraie question importante hein, en déontologie. Hein. C'est-à-dire pour comprendre, si quelqu'un est dans un état de santé qui n'est pas compatible avec un poste de sécurité, c'est-à-dire qu'il peut avoir des répercussions sur des tiers, etc., voilà, conduire voilà. Eh bien, il peut là intervenir et mettre d'office quelqu'un en inaptitude. Ah oui, complètement. Oui. Et ça, alors il a plus de pouvoir maintenant qu'avant? En tout cas, on lui a confié plus cette responsabilité-là, alors qu'il y avait eu un rapport auparavant sur l'aptitude qui pointait bien cette question-là en disant qu'il ne fallait pas que ce soit le même médecin qui intervienne sur le contrat et celui qui intervient en prévention. C'est-à-dire qu'on était déjà concernés par ça, par exemple les chauffeurs poids lourds. Bon, ils ont une autorisation préfectorale pour maintenir leur permis poids lourd. Mais c'est des médecins de la préfecture qui font ça. Le médecin du travail qui intervient sur un chauffeur poids lourd dans le cadre de son contrat de travail, de son travail, il peut très bien être amené à demander à un chauffeur poids lourd de régler son problème de santé par rapport à la sécurité. Hein, s'il a une tension très élevée ou un diabète, ou peu importe, hein, il peut y avoir toutes sortes de situations, ou après un accident de santé. Mais il va travailler dans le cadre de l'adaptation du poste, etc. Il ne va pas intervenir sur la détention du permis poids lourd. Mmh. Donc ça, c'est très important. C'est comme dans l'aviation, par exemple, les pilotes de ligne, ils ont un médecin du travail, mais ils ont aussi une médecine d'expertise qui confirme ou non, avec toutes sortes de procédures bien établies, leur capacité à rester pilote de ligne. Donc voilà, c'est compliqué tout ça, hein, c'est compliqué. Ouais, mais ça veut dire que finalement, c'est la question que tu posais, c'est-à-dire la confiance. Voilà. Parce que je ne vais pas tout te dire si je pense que derrière je vais perdre mon travail, je vais te cacher des choses. Exactement, c'est ce que font les intérimaires par exemple. Les intérimaires qui, même s'ils ont des problèmes de santé, très, très, très fréquemment, ils vont éviter de s'étendre là-dessus. Au cas où le médecin pourrait trouver que non, il ne peut plus être conducteur d'engin, ou je ne sais pas, ou voilà, ou continuer même à faire manutentionnaire sur les bases logistiques parce qu'il a trop mal au dos et que du coup, voilà.
c'est ambigu tout ça, parce que le médecin, il peut dire, ah oui, mais celui-là, bon, il a 45 ans, il a déjà fait une sciatique, il est manutentionnaire, donc déjà, il va se faire mal. Donc voilà, on va pas le laisser manutentionnaire, ou du moins, on va mettre une limite sur le port de charge, ce qui pour l'intérimaire équivaut à la sortie des fichiers. Ou il peut aussi dire, le médecin du travail, si on veut être un peu mauvais esprit, mais enfin à peine, peut se dire, il va faire une maladie professionnelle qui sera imputée à l'employeur, donc, bah oui, dans l'histoire de l'amiante, c'était quand même beaucoup ça aussi, hein. C'est-à-dire que Ah bah oui. Donc voilà, compliqué. c'est l'histoire. dur à percevoir tout ça pour les gens qui sont pas dans cette gymnastique, on va Encore dire, au que- jour le jour, au oui, quotidien. Encore que pour le salarié lambda, tout simple, hein, d'en bas, il le sent ça, parce qu'il y a quand même une réserve, pour ne pas dire une méfiance, vis-à-vis des médecins du travail. Ça a été constaté dans toutes les enquêtes. Tout le monde le... Enfin, voilà. En partie à cause À cause de ça. À cause de ça. Ah, mais bien sûr. Du poids sur le contrat de travail, d'une part, du respect du secret médical par rapport à l'employeur, d'autre part. Ça, c'est récurrent. Mais les médecins du travail, ils ont une forme d'indépendance, ils ont un statut de protégé. Ah non, mais aussi ils ont par rapport carrément à le code de déontologie médicale. C'est-à-dire qu'ils sont soumis absolument au secret médical, dans toute sa dimension. Donc on rassure tout le monde, Et- y a pas, le secret médical n'est pas dévoilé Non, on rassure tout le monde, le médecin du travail est soumis au secret médical comme tout médecin. comme tout médecin. Très bien. Et il ne doit pas aliéner son indépendance. C'est-à-dire que personne ne doit intervenir sur la façon dont il exerce son métier. Donc, ni l'employeur, ni son Absolument. employeur. Ouais. D'accord. Ça, Ouais. c'est vraiment un statut voilà, de protection. Bon, mais alors ça, les salariés dans leur ensemble savent que c'est la théorie, mais pas forcément la pratique. C'est quoi aussi les relations qu'ils ont avec... Parce que, bon, il y a le médecin du travail, puis le médecin généraliste. C'est quoi les interactions entre les deux? Ah ben, normalement, ils devraient travailler ensemble. Et ça, toi, dans ta alors- pratique, c'était le cas? Alors, oui, bien sûr, il faut travailler avec les médecins traitants et avec les médecins conseils des organismes de protection sociale, parce que c'est très important pour les gens qui sont en difficulté, qui ont une pathologie chronique, voilà, qu'il va falloir réorienter, tout ça. Bon. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là aussi, hein, il y a du chemin à faire pour que les uns fassent confiance aux autres, etc. hein. C'est vrai que dans la pratique, c'est plus compliqué. Ah oui, bien sûr. J'ai jamais eu un médecin du généraliste qui t'a téléphoné à propos d'un Bien patient sûr. à lui. Souvent, c'est assez sec, hein, les premiers échanges. Parce que le généraliste, lui, protège son patient. Et il se méfie du médecin du travail, qui est quand même le médecin du patron, comme dirait Marie Chalard. Parce Point qu'elle, Marie Chalard, qui d'interrogation. est sociologue, Voilà. et qui a écrit un Bah, travail, c'est une question, un ouvrage là-dessus. c'est une question bien présente, hein, ça. Hein, pour qui roule le médecin du travail. Quand on lit les textes, c'est clair. Dans la réalité, c'est plus compliqué. D'accord. Donc, mais bon. Donc on est là, on en arrive quand même à presque là, 1 heure. Alors on a évoqué beaucoup de choses assez différentes. On va revenir un petit peu sur les pistes d'évolution, hein, puisqu'on a été, on est pas mal venu sur différents sujets des médecins du travail, peut-être de manière un peu décousue. Alors moi je suis pas encore encore la pratique de comment dire des entrevues, des interviews, comme on dit. Mais je pense qu'on apprend déjà beaucoup de choses. Moi, j'avais une question quand même, là, un peu de l'ordre de ta propre pratique. Tu as suivi des entreprises. Alors, de quel type de secteur? Enfin, c'était quoi le type d'entreprise que tu suivais? Et en fait, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment tu as vu l'évolution des différents facteurs de risque? Enfin, comment, dans ta pratique, tout au long de ta pratique de médecin du travail, tu as vu évoluer les choses? Est-ce qu'il y a plus de risques à un moment donné qui étaient présents? Aujourd'hui, on parle beaucoup de risques psychosociaux. Est-ce que ça a été toujours le cas? Ou est-ce que ça a été vraiment une évolution majeure de ces différentes années? Et comment on traite ces problématiques-là? Ouais, bon, moi, j'ai surveillé des entreprises de divers secteurs, comme dans tous les interentreprises de la grande banlieue. Donc, toutes sortes, hein, Du service, du service, industriel. des petits artisans, des boutiques, des établissements médico-sociaux, des bases logistiques, quelques petites entreprises industrielles, mais pas beaucoup, du nettoyage, voilà, beaucoup de gardiennage et beaucoup d'intérimaires.
Voilà, bon, donc c'est très varié. Sur les questions que tu poses, l'évolution, le médecin du travail est aux premières loges quand même c'est très intéressant hein, sur le plan intellectuel hein, d'être médecin du travail, hein, de connaître tous les métiers, les situations de travail, les situations des entreprises, de discuter avec les employeurs. C'est passionnant sur le plan humain. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes rapports avec un artisan, j'imagine, et puis un patron d'entreprise ou un Oui, service oui, de oui. Et puis sécurité. de voir, c'est un poste d'observation remarquable sur la société quand même, hein, et sur la place du travail dans la vie des gens, sur la santé globale, comme on dit, hein, c'est-à-dire la santé, bon, avec les diagnostics médicaux, mais aussi sociale, etc. Hein, donc ça, c'est tout à fait passionnant. Donc sur les risques psychosociaux, ben, on est en plein dedans, vu que ça va toucher à la fois la sécurité du travail, donc là, ça s'est dégradé considérablement avec la précarisation, hein. Donc ça, tu l'as Voilà. bien vu, Ah ça, bah tu oui, l'as c'est constaté. majeur. C'est majeur. Que ce soit les contrats précaires, ou les gens qui se galèrent pendant des dizaines d'années hein, dans des contrats précaires, que ce soit les entreprises qui sont dans l'incertitude du lendemain. Les sous-traitants automobiles, les petites entreprises, les toutes petites entreprises, enfin voilà. Avec tous les problèmes humains qui peuvent interférer, de conflits entre les salariés, tout ça. Bon. Donc, l'évolution, c'est celle-là. Disons que moi, j'ai commencé à exercer au début des années 80. C'était pas le paradis, hein, le travail. Hein, mais c'était plus calme quand même. C'était plus paisible. Ouais. Hein, Aujourd'hui, voilà. c'est vraiment des conditions de travail tendues dans les Oui, c'est ça. entreprises, C'est violent. du fait d'un Voilà, chômage de hein, masse, etc. voilà. Et puis de l'intensification du travail, et voilà, hein, et de la sous-traitance aussi. Hein. Donc, avant, dans les entreprises, il y a 30 ans, il y avait encore des gens qui faisaient le ménage, etc. Alors maintenant, voilà, c'est des entreprises qui interviennent en sous-traitance, avec des relations humaines beaucoup, beaucoup moins riches, quoi, hein, beaucoup plus dures. Hein. Et cette sous-traitance, c'est un peu comme les intérimaires, on a du mal à les suivre ou... Ben, c'est-à-dire qu'ils sont suivis par des gens, par un médecin qui ne connaît pas là où il travaille. Puisqu'il travaille, mettons, si on prend le nettoyage, il travaille dans différentes entreprises et qui ne sont pas forcément surveillés par le même médecin, mais le plus souvent non. Donc voilà, puis c'est des grosses entités. Non, c'est bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est la même question que sur les intérimaires. Hein. Donc quand même, il y a quand même un gros sujet sur ces contrats, on va dire, de sous-traitance et les intérimaires. C'est vraiment un sujet, là, pour le coup, majeur de réflexion pour les années à venir. Pour l'organisation du suivi, oui, absolument. Et tu penses que les différentes réformes ou réflexions en cours aujourd'hui, elles vont permettre d'apporter des solutions pour un meilleur suivi, notamment de ces contrats les plus précaires ou de la sous-traitance? Bah, en tout cas, ces questions, je pense que tout le monde les connaît, mais on y répond suivant ses propres intérêts. Donc, les politiques, par exemple, pendant toutes ces dernières décennies-là, savent bien toutes ces ambiguïtés-là qu'on a abordées. Hein, et puis, le fait que, du coup, ça dysfonctionne et que ça ne remplit pas la mission. Moi, j'ai rencontré plein de responsables qui avaient très bien compris tout ça, sauf qu'ils n'avaient pas intérêt à agir là-dessus. Donc, ils ne faisaient rien. Pour quelle raison? Parce que c'est tenu quand même. Bon, il y a un article du Code du travail qui dit les employeurs organisent les services de santé au travail. Donc, c'est à eux. Voilà. Et derrière ça, il y a pas mal d'argent aussi. Vu que les cotisations, elles sont décidées par les services inter, bon, voilà, il y a un petit magot quand même. Hein, bon. Donc, voilà, si on touche à ça, est-ce que ça vaut le coup de toucher à ça? Aujourd'hui, il y a un rapport Lecoq là, qui vise à réformer toute cette... Oui, c'est quoi ce rapport Lecoq pour nos... Le rapport Lecoq, c'est une petite révolution qu'il propose, c'est-à-dire que il propose de rassembler tout ce monde-là de façon à ce qu'il soit plus efficace. Le gros problème du rapport Lecoq, c'est qu'il ne fait, quand on connaît bien le truc, hein, il ne fait pas l'analyse de pourquoi ça marche pas. Ça, c'est ça qui est extraordinaire, un rapport Lecoq. Hein. Alors, on va repréciser. Il dit, ça marche pas, les employeurs, ils sont mal conseillés, c'est vrai. Les salariés sont mal surveillés, c'est vrai. Il n'y a pas de prévention, ça avance pas, tout ça. Tout ça, c'est vrai. Mais la question, c'est pourquoi? Parce qu'il y a quand même des moyens considérables. C'est-à-dire qu'il y a quand même 6000 médecins du travail, des tas de professionnels dans les services de santé au travail. Ils ont des sous, les services de santé au travail. Enfin, ils n'ont pas de problème économique. Hein.
vu que tout le monde doit adhérer, donc voilà. C'est une obligation, ouais. Voilà. Alors, donc, et du coup, ils se demandent pas le rapport Lecoq, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Bon, on a abordé des trucs quand même sur la tension entre les inaptitudes et la prévention de la désinsertion professionnelle. Ben ça, faut creuser ça. Pourquoi les gens ils sortent en licenciement pour inaptitude? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça marche pas? Vous voyez? Bon. Alors, donc, il y a plein de trucs à faire. Les intérimaires, n'en parlons pas. Alors, donc, voilà. Du coup, il y aurait des tas de choses à faire. Et le rapport Lecoq, qui se garde bien d'essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, parce que c'est pareil, ça va déranger beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui sont plutôt dans les dominants, quoi. C'est-à-dire les gestionnaires des services de santé au travail et les médecins du travail aussi. Enfin, ça n'engage que moi. C'est-à-dire qu'il y a des résistances un petit peu aujourd'hui à ce qu'il y ait une évolution. Oui, bien sûr, il y a des résistances, mais à ce que les problèmes soient posés au fond. Alors du coup, le rapport Lecoq propose deux choses essentielles quand même, et qu'il faut absolument, enfin, il est indispensable, selon moi, de passer par là pour transformer le système, c'est-à-dire regrouper les services de santé au travail, c'est-à-dire qui travaillent ensemble, et que ce soit cohérent pour la population du bassin d'emploi. C'est-à-dire au niveau des entités, créer des entités régionales. Voilà, des entités locales, territoriales, des services de santé au et travail. où tout le monde est surveillé et qu'il y a un vrai suivi et une vraie surveillance de l'état de santé de la population au travail. Alors pour rappeler quand même, un petit pour les gens qui connaissent pas, le rapport Lecoq, c'est le nom de la députée Charlotte Lecoq, qui a fait un rapport sur l'évolution du système de santé au travail et qui propose, on l'a juste un peu évoqué là, de rassembler dans une même entité, et tu le rappelais, qui conseillera les entreprises, un guichet unique, les services de santé au travail, les services de santé au travail, les CARSAT, les services de prévention des CARSAT, les ARACT, qui sont les associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail, où il y a des entités régionales, et puis l'organisme de prévention du bâtiment, l'OPPBTP, c'est ça? Et qui pourrait s'adjoindre les structures privées compétentes en matière de santé au travail. Et pour toi, c'est une évolution qui est favorable? Alors, non, l'évolution favorable, c'est de regrouper les services de santé au travail. Quand même, les gros carents du système, c'est quand même les services de santé au travail. Bon, je ne dis pas que les CARSAT, c'est parfait, mais quand même, dans les entreprises, les contrôleurs des CARSAT sont quand même plus carrés que les services de santé au travail. Bon. Alors, donc, rassembler les services de santé au travail et prélever les cotisations, faire recouvrer les cotisations par les URSSAF. Ça, c'est la révolution. Parce que déjà, ça voudra dire que les cotisations, elles seront transparentes, c'est-à-dire que ça sera les mêmes pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Puis ça sera organisé, quoi. L'URSSAF, c'est l'URSSAF. Bon. Aujourd'hui, ça a marché. Alors, aujourd'hui, oui, ça a marché. Oui. Là, chacun met sa cotisation en fonction du service qu'il apporte. Oui, il peut surfacturer des trucs. Enfin, voilà, c'est toute une petite cuisine. Concurrence entre les services de santé au travail. Oui, et puis c'est toute une petite cuisine opaque. D'accord. Bon. Alors, donc, ces deux propositions Lecoq, elles sont fondamentales. Sauf que derrière, il y a quand même beaucoup de choses qui déréglementent, comme les ordonnances. Donc, au final, et qui introduisent quand même les structures privées largement. Et donc, in fine, ça sera pire. Si le rapport Lecoq était appliqué tel que proposé, ça sera encore pire que maintenant. Alors pire pour quelle raison d'après toi? Parce que déjà, alors, en santé au travail quand même, c'est un secteur très conflictuel sur le plan politique actuellement, tel que fonctionnent les entreprises, avec des impératifs économiques très durs. Tout le monde a compris quand même, je pense, c'est pas besoin d'être médecin du travail pour l'avoir compris, que c'est quand même, ça va dans l'autre sens que l'intérêt de la santé de tous les travailleurs, qu'ils soient jeunes ou vieux. Le nombre de travailleurs de plus de 55 ans qui sont sortis du travail à cause de problèmes de santé, alors que l'âge de la retraite recule, c'est quand même un vrai problème. Bon, voilà. Donc, du coup, on est dans un terrain très conflictuel qui ne peut être que garanti par la loi, par la réglementation
et dans une structure très structurée au point de vue du contrôle de la République, quoi, en gros. Hein. Donc c'est faire rentrer finalement la santé au travail dans le dispositif de santé publique. Ce qu'il faudrait. Voilà. C'est ça qu'il faudrait. C'est ça qu'il faudrait, oui, absolument. Un dispositif de santé publique énergique. En gros, les services de santé au travail, leur mission, alors, dans le giron de la caisse d'assurance maladie. Voilà. Bon, à mon avis, c'est la solution qu'on peut proposer et qui est recevable. Et qui est dans l'esprit de la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle a tout intérêt à ce que les gens aillent bien au travail. Parce qu'il y a quand même tout un tas d'arrêts maladie qui ne sont pas reconnus en maladie professionnelle, qui sont directement causés par les conditions de travail. Alors ça, personne n'ose le contredire, ça. Hein. Oui, on l'a évoqué dans le précédent numéro avec Emmanuel Henry, justement. Voilà, hein, ça. Et donc c'est massif. Donc la Sécu a tout à fait intérêt à ce que la prévention au milieu de travail fonctionne bien. Donc, à mon avis, la solution à proposer, c'est celle-là. Elle règle le problème de la dépendance des services de santé au travail, même si les conseils d'administration sont paritaires, au patronat, en fait. Hein. Et elle s'inscrit dans une politique globale. Voilà, de sécurité sociale. Hein. D'accord. Voilà. Alors, bon, la solution, l'évolution, qu'est-ce qu'on peut espérer dans l'état actuel de la société, selon moi, c'est la mobilisation du mouvement social sur ces questions-là. Et qui est quand même assez faible, la mobilisation. Donc il n'y a pas qu'un problème structurel, là, de revoir finalement le dispositif institutionnel. Ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est qu'il faut que finalement les salariés ou les représentants des salariés s'approprient un petit peu ces questions et fassent évoluer. Et pèsent pour que ça évolue dans le bon sens. C'est-à-dire, on peut prendre chez Lecoq l'histoire de regroupement des services. Il faut sans doute, là je donne mon avis, il ne faut sans doute pas mettre les CARSAT dedans parce que c'est autre chose. Hein. Et les cotisations recouvrées par l'URSSAF, bravo. Hein. Mais par contre, il faut bien strictement encadrer les structures de façon à ce que... Et effectivement, le fait de les rattacher à la sécurité sociale irait dans le bon sens. D'accord. Donc ça, c'est une évolution pour toi qui te semble positive pour améliorer la prévention et la santé des salariés. Et puis la cohérence de cette mission. Hein. Ok, écoute, je sais pas si on a forcément pas fait le tour. Je sais pas si tu voudras rajouter quelque chose un petit peu dans tout ce qu'on a évoqué, un petit peu à droite à gauche, l'inaptitude, le système, l'évolution du système, finalement les difficultés pour les médecins du travail, mais aussi finalement tout un dispositif réglementaire dont tu nous dis qu'il est là, il est présent et que finalement la problématique elle est plus dans son application et dans les rapports de force qui se jouent au jour le jour entre les médecins du travail et finalement les entreprises et dans tout cet écosystème avec aussi les autres professionnels des services de santé au travail, mais également les représentants des salariés. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté un petit peu institutionnelle où avec un fond d'impératif économique, de faire avancer aussi finalement la production et qui n'est pas toujours en accord avec la mise en place de mesures de prévention ou de modification des organisations de travail. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Peut-être qu'on pourra de toute façon se revoir pour évoquer à nouveau ce monde qui est un petit peu complexe. Mais j'espère qu'en tout cas, ça aura permis de donner à certaines personnes qui vont nous écouter de l'information, des pistes de réflexion pour essayer d'avancer sur ce sujet. Et provoquer peut-être des réactions. Nous, les réactions, on les attend. Il y a un mail pour les personnes qui écoutent aujourd'hui cette émission et qui voudraient réagir. écoute-du-travail@gmail.com. Si vous avez des remarques, des commentaires, éventuellement, je te les transmettrai puisque ça a été quand même... un avis assez tranché sur certaines choses. Donc, je te remercie vraiment beaucoup, Marie. Avec plaisir. Et puis, je dis à bientôt à tous ceux qui nous écoutent. Merci, au revoir. Au revoir.